You are listening to Edition Mics. Ready to impact. Alors, n'essayez pas d'être un homme de succès, soyez un homme de valeur, comme a dit Einstein. C'est sur ces paroles que nous allons commencer notre podcast. Bienvenue à tous. Voici un nouvel épisode de Edition Mics. Donc, à l'occasion de la semaine de l'entrepreneuriat, nous sommes en train de faire, comme vous le savez, de différents podcasts sur le sujet. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Monsieur Kamal Haddar, le CEO actuel de Kasbatek, Temtem et Madrasa. Je vous invite à vous présenter tellement votre parcours en dit long sur vous. Merci pour l'invitation. J'espère actuel et futur quand même. Inch'Allah, bien sûr. Je suis surtout le fondateur de Kasbatek. Mon parcours, j'ai fait un peu plus de 10 ans de conseil en stratégie internationale dans un cabinet américain de consulting. Ensuite, je me suis installé à Alger où j'ai lancé un site d'information que j'ai revendu quelques années plus tard. Ensuite, j'ai lancé imadrasa.com, un site de soutien scolaire. Donc, première version en 2015, plusieurs partenariats avec plusieurs partenaires, notamment Oredo, notamment Géant Électronique, notamment Faderco, notamment La Vache qui rit et d'autres. Ensuite, on a lancé Temtem, donc pour améliorer le transport urbain. On a lancé juste avant le Covid Caros, application de covoiturage, notamment pour améliorer le commuting travail-maison, mais aussi l'interwilaya. Exemple, Alger à Tizi Ouzou 350 dinars, Alger Oran 1000 dinars. Ça permet de vraiment démocratiser l'économie, ce que vous appelez solidaire, mais aussi circulaire. Mais deux aussi de pouvoir avoir accès à un service pratique, utile à la population et partout en Algérie, pas que dans les grandes villes. Et pendant Covid, avec tout ce que vous connaissez, on s'est rapidement adapté pour lancer Temtem One, donc une seule application pour tous les besoins des citoyens, c'est-à-dire le transport avec les sujets que je viens de traiter, mais aussi shopping, l'e-commerce, market, la connexion avec des supérettes et des boucheries, des fruits et légumes, tout ce qui est alimentaire. Et même des services qui sont assez innovants comme le médecin à domicile et aussi bricolage des électriciens, plombiers, serruriers à domicile. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on fait sur la partie start-up. Mais on a aussi la partie éducation et technologie. Éducation, on a lancé il y a quelques mois la première école de technologie en Algérie, Go My Code. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'étudiants de partout en Algérie, notamment aussi en ligne, avec des coachs qui accompagnent les étudiants. C'est des programmes de 3-4 mois dans Full Stack JS, Angular, intelligence artificielle, data science, gaming, etc. Donc ça, c'est très bien. On a des élèves de lycée jusqu'à des élèves de 50 ans qui sont chez Sonelgaz, qui sont banquiers, auditeurs, géophysiciens. On a vraiment de tout, ça c'est vraiment intéressant, qui veulent justement comprendre la technologie, même des médecins, pour s'adapter aux métiers de demain. Et la dernière structure de Kasbatek, c'est Factory Digital. Donc là, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, à la fois en Algérie, mais aussi à l'international. Et donc on développe des applications, des plateformes pour les entreprises. Très bien, je vous remercie. Donc ça forme tout un écosystème, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler chez Kasbatek. C'est que tu peux commencer à faire du marketing et finir dans la technologie, commencer par la technologie, finir en chef de projet digital, etc. etc. Alors, donc, je vous remercie déjà pour cette présentation. Donc, là, vous avez un parcours très chargé. Magnifique. Aujourd'hui, le thème du jour, comme nous sommes dans la semaine de l'entrepreneuriat, ce sera la création de la valeur, entre parenthèses, l'entrepreneuriat de l'impact. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par parler un petit peu de votre expérience avec un parcours comme celui-là. Donc, vous fondez Kasbatek, un incubateur d'idées technosociales. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer un projet pareil, en premier lieu? Mais vous savez, les chiens ne font pas des chats, donc ça vient aussi de l'éducation des parents.
des valeurs qu'on nous a inculquées. Et les valeurs, c'est la sincérité, l'honnêteté, l'intégrité, mais aussi aider les autres. Et donc aider les autres par la technologie, c'est Casbatech, c'est améliorer la vie des gens. Et c'est comme ça que nous on se définit. Donc on l'améliore par améliorer le transport des gens. Aujourd'hui, vous savez qu'une chose, c'est que si t'as pas de transport, tu peux pas aller travailler. Donc c'est discriminatoire pour l'employabilité. Aujourd'hui, les métiers de demain, c'est le digital. Aujourd'hui, il n'y a aucune école en Algérie qui forme des développeurs. On forme des ingénieurs en informatique, ça veut pas dire des développeurs. 90% de l'Asie part à l'international. L'Algérie produit une élite qui part. C'est un problème, effectivement. C'est pas un problème, c'est une catastrophe. Donc vous êtes les premiers responsables. Être l'élite, c'est une responsabilité. Aussi simple que ça. Donc face à ça, tu as plusieurs solutions. Soit tu vous enfermer dans une cage, mais on peut pas. Soit de dire ok, il n'y a pas que l'ESI ou WebZoa ou je sais pas, ou le Polytech. Il y a toute une jeunesse qui est intelligente et qui veut travailler. Et ben on va les adresser. On va leur dire que avec ces formations-là, on peut trouver du travail. Et on peut trouver du travail pour le marché algérien, mais pour le marché mondial. Imagine-toi demain une femme dans la montagne de la Kabylie qui peut développer pour un client américain et qui gagne des dollars. Ça, c'est pas utopique, c'est possible demain, grâce à Go My Code. Donc c'est ça pour moi l'économie de l'impact. Le fait de pouvoir en un clic avoir un médecin ou un électricien ou un plombier en un clic, et surtout qu'il soit certifié par nous, c'est quelque chose qui améliore la vie des gens. Aujourd'hui, tu as un plombier, tu sais pas quel prix, tu sais pas quand est-ce qu'il vient, tu galères, voilà. Demain, tu sais que le plombier qui vient, il vient de chez nous, et donc il est sérieux, et donc il va venir, et tu vas pas te faire avoir sur le prix parce que tu connais à l'avance. Aujourd'hui, t'as pas le temps de faire les courses, en un clic, et à 150 dinars pour la livraison, c'est-à-dire rien, tu peux te faire livrer tes courses. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça permet d'améliorer la vie des Algériennes et des Algériens. Très bien. Pourquoi avez-vous choisi d'entreprendre en Algérie spécialement? Est-ce que vous aviez le choix d'entreprendre ailleurs, par exemple en France? Moi j'ai fait les grandes écoles françaises, je suis ingénieur en informatique, j'ai fait aussi le SCP, j'ai travaillé dans les grands groupes américains, 3M, Bearing Point, j'avais la possibilité d'aller partout dans le monde. Mhm. Alors pourquoi spécialement l'Algérie? Parce que c'est mon pays. Les Américains, ils ont les Américains. Les Français, ils ont les Français. Les Algériens, ils ont qui? Les Algériens qui partent. Il y a les Algériens qui viennent. Et quelles ont été vos appréhensions en vous lançant? Est-ce qu'il y avait des difficultés auxquelles vous avez fait face? Est-ce qu'il y a eu, on va dire, des freins? Non, c'est toujours pareil. Tu as toujours la possibilité de critiquer jusqu'à que tu meurs. Il y a toujours la possibilité de dire qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif et qu'est-ce qui est à t'améliorer. Beaucoup de choses sont à améliorer. Maintenant, l'Algérie, c'est un pays où il y a très peu d'activités économiques privées. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est comme ça que tu le regardes. Quand je suis arrivé, avec mon BlackBerry en 2012, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de 3G, pas de 4G. Donc, le choc, il arrive dès l'aéroport. Moi, je connaissais l'Algérie de l'été, quand je venais avec mes parents à Mostaganem. Je connaissais pas le business, je connais pas Alger. Je suis arrivé pour la première fois à Alger. Voilà, tu découvres, et puis c'est quoi ton risque? Ton risque, c'est quoi? Si ça te plaît pas, tu repars. Tu peux trouver un job n'importe où. Donc le risque très limité. Et tous les ans, je me dis, est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien, donc je continue. En 8 ans, j'ai fait pas mal de choses dont je suis fier. Et je pense qu'avec nos équipes, on est aujourd'hui un peu plus de 70 personnes. On génère du revenu à un peu plus de 5000 chauffeurs. On peut toujours faire mieux, mais j'ai l'impression que c'est déjà pas mal. Effectivement, oui. Et que pensez-vous de la qualité du marché algérien, surtout par rapport à tout ce qui est digital? Des opportunités qui se présentent aujourd'hui et demain, bien sûr, qui vont se présenter demain par Je rapport au pense que le digital est né en 2020 en Algérie. Il y a un événement spécifique qui vous fait dire ça? Ouais. Tu connais un pays où ils ont un ministre des startups? Moi, j'en connais pas. Depuis que je suis en Algérie, il n'y avait pas la possibilité de faire du e-payment. Aujourd'hui, c'est possible. Quand j'ai lancé e-Madrasa en 2015, il n'y avait pas de 4G. Aujourd'hui, il y en a. Les gens n'étaient pas équipés en smartphone. Aujourd'hui, oui. Il y avait très peu de personnes sur Facebook. Aujourd'hui, il y en a 22 millions. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique d'avancer.
Moi, je dis qu'aujourd'hui, le digital en Algérie est né en 2020, ouais, pour des éléments très concrets. Aujourd'hui, tu vas avoir un label des startups, tu vas avoir des exonérations de taxes si tu as le label startup. Voilà. En 2020, GoMyCode n'existait pas. En 2020, Temtem n'existait pas. En 2020, Factory Digital n'existait pas. Bon ben voilà. Et le Covid, aujourd'hui, tu peux le voir comme un problème ou tu peux le voir comme une opportunité. Il y a quelques mois, quand on parlait aux marques de digital, ils répondaient pas aux mails. Aujourd'hui, c'est eux qui nous appellent. Comment je fais pour me digitaliser? Est-ce que tu veux vendre mes produits sur Temtem One? Et vous allez voir dans les prochains jours ce qu'on va lancer. Vous allez pouvoir accéder à des produits pas chers parce que c'est du digital. Donc ça apporte aussi à la population. Très bien. Alors, donc, votre objectif, on va dire, c'est d'aider la population, d'apporter quelque chose à la société. C'est bien cela. En créant, bien sûr, Temtem et vos différents services comme Temtem One, Absolument. etc. Voilà. Bah aussi en créant de l'emploi. Mhm. Donc, est-ce que vous qualifiez cela d'entrepreneuriat social? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat social selon vous, votre vision de la chose? Pour moi, l'entrepreneuriat social, c'est créer de la richesse, pas pour créer forcément de la croissance, mais pour créer de l'impact au niveau de la population, l'impact positif. C'est-à-dire que moi, je ne recherche pas à tout prix à faire de la croissance, je cherche à créer de la valeur, à la fois en créant des emplois directs et indirects, mais aussi en améliorant la vie des gens. Et donc, si tu veux une définition, je te dirais que l'économie sociale, c'est améliorer la vie des gens. Et améliorer la vie des gens, c'est pas en réduisant leur liberté ou c'est pas en réduisant la qualité de leur santé, c'est le contraire. Donc, il y a une problématique, on cherche cette problématique, on cherche une solution et on propose cette solution aux gens. C'est donc ça, en quelque sorte. Bah, GoMyCode, c'est augmenter l'employabilité des gens. Temtem, c'est améliorer le transport des gens. Et le transport, c'est pas que aller à la plage. Le transport, c'est aller au travail. Si t'as pas de transport, tu vas pas au travail. Si t'as pas de travail, tu fais comment? Améliorer la vie des gens, c'est de dire qu'aujourd'hui, en particulier si t'es une femme, que tu as tes enfants, tu as ton foyer à gérer, et tu dois faire les courses, etc. Si demain tu avais un service de bricolage, de médecin ou de market, pour faire tes courses en un clic, bah ça t'améliore la vie des gens, donc ça t'améliore ta vie, donc tu peux aller travailler. Sinon c'est plus compliqué. Donc si tu simplifies, tu améliores, bah ouais, je peux aller travailler. Donc vos produits jusqu'ici, selon ce que je comprends, c'est qu'ils ont été basés sur de l'entrepreneuriat social. C'est de l'économie sociale que vous faites. C'est l'ADN de Casbatech. Et tous ces produits. Donc, trouve-moi un produit qui n'est pas, qui ne répond pas à une problématique qui sert à améliorer la vie des gens. Elles répondent toutes à cet ADN. Très bien, donc quel que soit le projet futur, bien sûr, on s'attendra toujours de Casbatech à ce que ce soit quelque chose d'utile pour la société. Et tu ne verras jamais créer une startup qui, par exemple, qui va produire de l'eau sucrée, par exemple. Très bien. Et une question on va dire, par rapport à la rentabilité des business sociaux en Algérie, est-ce que vous pensez qu'entreprendre avec cette mentalité, la mentalité de l'entrepreneuriat social est rentable en Algérie, ou est-ce que c'est préférable de bien étudier d'abord le terrain avant de se lancer? Car c'est un frein pour plusieurs jeunes. Déjà, quand tu lances un projet, il faut l'étudier. Est-ce qu'il y a un marché? C'est qui? Dans combien de temps tu es rentable, etc. Aujourd'hui, nous, on a des activités qui sont rentables, et on a des activités qui ne le sont pas. Mais ça, on le savait avant de lancer ces activités-là. Donc, c'est au porteur de projet de savoir ce qu'il veut faire. Et quels sont les moyens qui sont à sa disposition. Si j'ai pas beaucoup de moyens, je vais pas faire une activité qui est très cash intensive, et je sais que pendant plusieurs années, je vais burner du cash et je vais pas être rentable. En revanche, si tu fais une activité, notamment dans l'éducation ou par exemple dans la technologie, c'est beaucoup plus facile d'être rentable. Par exemple, si tu veux un exemple, Factory Digital est rentable. Tu viens, tu me demandes de faire une application mobile, je te la fais, tu me payes. J'ai pas besoin de payer 100 000 € par mois de marketing.
À la limite, j'ai besoin d'un commercial. Et est-ce qu'il y a certains facteurs, on va dire, que selon vous, il faudrait prendre en considération, on va dire, avant de faire n'importe quel business plan qui sera orienté vers l'entrepreneuriat social ou l'économie sociale? Identifier une problématique de la population et d'y répondre de manière précise. Voilà. Mais plusieurs jeunes font ça aujourd'hui. Ils sont en train d'étudier le marché, ils voient les problématiques, ils proposent des solutions, mais au final, ça n'aboutit pas. Donc, pourquoi, selon vous, il n'y a pas cet aboutissement? Est-ce que c'est dû à une mauvaise préparation? Est-ce que c'est peut-être une mauvaise idée? Je vais vous dire la vérité que personne ne va vous dire. Mhm. L'idée de croire que tu peux sortir de l'université et de lancer une start-up et de réussir la première fois, elle est utopique. Donc si tu regardes les statistiques, combien ont réussi ça? Très peu. Par contre, si tu me dis, tout simplement parce qu'il n'a pas d'expérience, il n'a pas de réseau, il sait même pas conduire une réunion, il sait pas appréhender un client, il sait pas démarcher, qu'est-ce qu'il sait faire? C'est pour ça qu'il y a des entreprises. D'abord, tu apprends, tu as de l'expérience, et pour moi, entre 3 et 5 ans, tu peux commencer à apprendre et dire que j'ai un peu d'expérience, et ensuite tu crées ta boîte. Tu as ton réseau, tu peux même identifier des opportunités au sein de ta boîte, donc créer ta boîte, tu sais le minimum du monde professionnel. Moi, je suis pas du tout de ceux qui disent oui, sortez de l'ESI, créez votre boîte, vous allez réussir. Voilà. T'es pas dans un marché ouvert comme l'Europe ou dans un pays mature. C'est encore beaucoup plus difficile. Donc moi, je dis d'abord, apprends avec ceux qui savent, et ensuite, tu verras, les opportunités vont se dessiner. Parce que, encore une fois, tu es dans un pays où il y a tout à faire. Et il y a plusieurs jeunes, par contre, qui, justement, s'impatientent, on va dire, de vouloir lancer leur boîte. Certains d'entre eux font même des formations en ligne pour pouvoir, soi-disant, lancer leur business. Non, mais ok, Donc, très bien. est-ce que vous pensez que c'est une bonne approche? Est-ce que tu penses que moi j'ai fait des formations en ligne? Non, ça Est-ce que tu penses que j'ai appris l'entrepreneuriat sur Internet? Non. Est-ce que tu penses, en revanche, est-ce que tu penses que j'avais envie d'abandonner 1000 fois? Oui. Est-ce que c'est dur tous les jours? Oui. Est-ce que j'ai abandonné? Non. Est-ce qu'il faut s'entourer des meilleurs? Oui. Est-ce que tu penses que j'ai commencé avec beaucoup d'argent? Non. J'ai commencé avec rien. Voilà. C'est la persévérance, c'est chaque fois que tu tombes, tu te relèves, et les gens qui vont nous écouter vont dire ah, mes parents, moi, ils sont ouvriers. Mes parents sont ouvriers, les deux, il n'y a pas d'argent. Donc tout ce que j'ai eu, je l'ai obtenu avec la force de mon travail. Point barre. Donc moi je pense que la jeunesse, elle abandonne trop vite et elle se plaint beaucoup. Et elle demande beaucoup à l'État. Moi j'ai jamais eu un centime de l'État. Je demande rien à l'État. Tout ce que je demande, c'est de me laisser travailler. C'est tout. Et si les jeunes aujourd'hui, ils se plaignent, bah allez en Europe, créez votre boîte, on verra. Donc, on va rebondir maintenant sur le sujet principal du podcast, qui est la valeur, la création de la valeur. Selon vous, quand est-ce qu'une entreprise crée de la valeur? Est-ce que c'est à partir du moment où elle devient rentable, ou est-ce que c'est à partir du moment où, on va dire, elle répond à une problématique concrète de la société? Sachant que, comme vous le dites depuis tout à l'heure, Kasbatek cherche toujours à aider la société, à apporter des solutions concrètes. Donc, est-ce que c'est ça, selon vous, la valeur, ou c'est un tout? Donnez-nous votre vision. Mais ça dépend de quelle optique tu te vois, tu te positionnes. Si tu es un actionnaire, la valeur, c'est j'investis 1, je veux récupérer 10. Si tu te situes au niveau de l'entrepreneur, bien sûr, il y a l'aspect financier, mais il n'y a pas que. Il y a aussi la valeur ajoutée que tu as apportée à travers ton produit, ton service à la population. Amazon n'a pas gagné d'argent pendant 15 ans. Est-ce qu'elle a créé de la valeur pendant 15 ans? Oui. Maintenant, donne-moi la valorisation d'Amazon. Donc, il y a des business models qui sont rentables rapidement, t'en as d'autres qui le sont moins. Maintenant, si tu te positionnes au niveau du marché, à partir du moment où tu as des clients, tu crées de la valeur. Sinon, tu n'as pas de clients. Sinon, les clients ils sont vraiment débiles d'acheter un produit ou un service qui leur apporte zéro valeur. Et par rapport à la valeur interne, on parle souvent de la valeur que l'entreprise apporte, on va dire, à l'extérieur, pour les clients, pour la société. Mais qu'en est-il de la valeur à l'intérieur de la société, à l'intérieur de l'entreprise, avec ses employés? On va prendre un exemple, par exemple Google.
Si on voit leur siège, ils mettent vraiment leurs employés comme s'ils sont dans un camp de vacances, entre guillemets. Ouais, Donc, non, est-ce que vous non, mais pensez que ok. ça marcherait en Algérie, quelque chose comme ça? Bon, déjà, ça marche parce qu'on est la preuve vivante. Je pense qu'on est ici chez Casbatech. J'ai l'impression d'avoir investi plusieurs millions de dinars pour que nos collaborateurs soient à l'aise. On a 800 mètres carrés à Val d'Hydra, ça coûte cher. On a fait des travaux qui ont coûté plusieurs millions de dinars. Les développeurs, les employés ont des Macs. Il y a des hamacs. Tu vois, tout est moderne, tout a été refait à neuf. T'as des espaces de détente. T'as un 6e étage avec un rooftop. Je pense que ça va. Donc tout ça, c'est de l'argent et c'est un investissement. C'est un investissement parce qu'on pense et on croit vraiment que si nos équipes se sentent bien là où ils travaillent, ils seront plus productifs et ils seront motivés pour accomplir leur mission. Sur le terrain, est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a ce résultat? Est-ce que vous êtes satisfait? Bien sûr, tu regardes. Mais il y a un KPI qui est très simple à voir, hein. C'est le turnover. Aujourd'hui, on n'a que 5% des gens qui partent. Donc ça veut bien dire qu'ils sont bien là où ils sont. Ils sont bien payés, ils sont bien équipés, ils ont un environnement de travail sympa, ils ont des avantages, ils ont de la mutuelle santé, ils ont des avantages avec Temtem, etc. etc. Donc oui. Et puis après, c'est aussi la qualité du management. Si ton manager il est pas bon, et que toi t'es bon, et si toi t'es bon, en général les nuls ils restent, et si t'es bon tu pars. Et nous on recrute que des bons, donc s'ils sont encore là c'est qu'il y a une raison. Donc oui, bien sûr. Après, faut pas idéaliser. Moi, j'ai visité beaucoup Google en Europe et aux US. Oui, c'est beau, c'est des couleurs, et on mange des Mars et des Kinder, ok. Mais les mecs, faut regarder comment ils travaillent aussi. Ils travaillent comme des malades mentaux. Et ça rigole pas. Ouais, et pareil ici, hein, tu vas avoir des développeurs, des chefs de projet qui sont sur des poufs et qui travaillent ici, qui travaillent chez eux. Ouais. Après, il faut créer de la valeur. Sinon, si tu investis et que tu n'as pas de retour, la boîte te ferme. Donc oui, il faut une qualité de travail. Il faut un management qui est compétent. Encore une fois, moi je ne travaillerai jamais pour quelqu'un qui est pas bon. Ça c'est la base, et ensuite à l'environnement de travail. Donc, vous avez parlé de ne pas travailler pour quelqu'un, on va dire, d'incompétent. Est-ce que vous parlez du point de vue d'un employé ou du point de vue d'un entrepreneur qui cherche des partenaires? Bah, de toute façon les deux. Mais là je parlais plutôt d'un employé. Un employé, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut grandir. Il veut apprendre. Un manager, son job c'est de faire grandir ses équipes. Est-ce que c'est toujours le but des employés de grandir et d'apprendre? Certains cherchent juste la stabilité. Ah bah ceux-là je les connais pas puisque je les recrute pas. Vous refusez leur CV direct ou là vous les détectez? Vous avez un détecteur pour ça? Ah oui, j'ai appris à recruter, oui, effectivement. Non. On a tout un processus de recrutement. Je pense que déjà ces gens-là ils postulent même pas chez nous. Vu comment on travaille, vu le process de sélection. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce process? Ou là c'est confidentiel peut-être? Non. Il y a plusieurs entretiens, il y a une technique d'entretien, il y a parfois même des business cases. Ça dépend des profils. Et voilà. Très bien. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la SATIM a récemment lancé sa nouvelle API, donc, qui va permettre d'intégrer des solutions de e-payment dans son site web, dans sa plateforme, dans son application. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, sachant que pour ceux qui ne le savent pas, l'API, et pour pouvoir bénéficier justement de ces fonctionnalités, il faut avoir fait un contrat avec la banque directement, avoir payé des modalités au préalable on pour connaît avoir très bien le l'autorisation. process puisqu'on est en train d'intégrer la CIB sur les différentes plateformes de Casbatech, en particulier Temtem One et Madrasa. Donc oui, on connaît le process qui est très long. Vous avez commencé le process récemment avec le lancement de l'API ou avant? Avec le lancement de l'API, c'est très long, il demande de faire beaucoup de modifications du UX. On a intégré Stripe en une demi-journée. Voilà. Et est-ce que vous pensez que cette solution est concrète actuellement?
de Non, mais devoir aller mais c'est pas comme ça que ça marche directement. dans le monde entier. Je veux dire, aujourd'hui, on fait une API, on met de la documentation et l'intégration se fait en une demi-journée. Là, on parle de plusieurs mois. Voilà, c'est tout. Donc oui, ça va se faire. Ça va se faire, on va le faire, on n'a pas le choix. Les Algériens commencent à utiliser de plus en plus les CIB. On verra. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir justement d'avoir un framework tel que Stripe en Algérie? Ça dépend pas de nous, ça dépend du régulateur. Moi, je pense une chose, c'est que dans toute l'Afrique, le paiement en ligne, ça ne passe pas de 10% des flux. Tu regardes en Tunisie ou au Maroc, je crois que le Maroc c'est 7%, alors que ça fait au moins plus de 5 ans, plus de 8 ans, je crois, que ça existe. Les populations sont encore avec la culture du cash. Et le marché algérien, il est un petit peu différent, donc peut-être que ça aura un autre résultat, non? Bah, j'attends de voir, on verra bien. De toute façon, on va le faire, on est en train de le faire. Et selon vous, on va dire avec l'évolution actuelle du marché, avec l'émergence des startups actuellement, avec les nouvelles réformes de l'État, notamment avec le label startup, etc. Dans combien de temps pensez-vous que ça va se démocratiser, l'histoire du e-payment en Algérie? Je sais pas si ça va se démocratiser ou pas. Ce que je sais, c'est qu'on doit le faire et on est en train de le faire. Je sais que ça va permettre aussi à des business models d'émerger, notamment dans l'éducation. Aujourd'hui, Madrasa, on a 300 000 élèves sur la plateforme, on aurait pu en avoir 1 million si on avait le paiement en ligne. Donc maintenant, on va le lancer, on verra bien. Il y a plein de choses, tu vois, par exemple tout ce qui est téléconsultation, etc. Ça va commencer à devenir intéressant parce qu'il y a des paiements en ligne. Et peut-être que les gens vont utiliser la carte parce qu'ils voudront justement faire de la téléconsultation, faire du coaching en ligne, apprendre des langues, j'en sais rien. Faire du soutien scolaire. Il y a plein d'autres modèles. Donc ouais. Et la stratégie actuellement, on va dire, optée par les startups, qui est juste d'intégrer directement le e-payment sans passer par quelque chose d'intermédiaire, est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthodologie à prendre pour intégrer le e-payment dans sa plateforme? Sachant qu'on passe, on va dire, du jour au lendemain, d'une plateforme qui n'a jamais fait ça, on va dire du e-payment, à une plateforme qui va le faire. Nous avons un marché qui n'a jamais été sur du e-payment auparavant. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, tout le monde veut le faire. Est-ce que vous pensez que qu'il faut justement adopter une certaine méthodologie pour pouvoir faire Non, mais cette évolution? est-ce que ça répond à un problème? Oui. Et donc pour moi, le problème c'est quoi? C'est que si je dois me déplacer pour acheter, ou est-ce que je peux acheter en restant chez moi? Bah je reste chez moi et je paye. Donc oui, ça répond à un problème. Encore une fois, ça dépend aussi des business models. Est-ce que si tu me donnes le choix de payer la livraison, je paye la livraison. Pourquoi tu veux que j'avance de l'argent? C'est ça le sujet. Par contre, t'as des services où t'as pas le choix. Si je veux pas, demain il y a une consultation d'avocat en ligne. T'as pas le choix. Si j'en ai besoin, je paye. À la demande. À la demande. Voilà. Après, c'est avec le temps. Mais encore une fois, je pense que le paiement en ligne sera très utile pour certains services, beaucoup moins sur d'autres. Voilà. Par exemple, dans quel cas ça ne sera pas utile? Bah, demande à une famille qui veut acheter sur Temtem One ses courses ou une paire de baskets. Pourquoi tu veux qu'elle paye en ligne? Moi, je paye à la livraison. Donc la transition déjà au niveau de Mais la c'est société, quoi elle l'intérêt? sera... C'est moins cher. Ah, si c'est moins cher, je paye en ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a une réticence par rapport au marché actuellement? Mais, Là, je parle de la toi, clientèle. non, mais toi. Mhm. Si t'as une carte, tu payes en ligne ou Bien t'attends oui. que la basket est devant chez toi? Ça dépend. Bah, ça dépend. Soit t'as un intérêt à le faire, c'est le prix, ou soit t'as pas de cash et tu veux absolument ce produit. Il n'y a pas 36 solutions. Oui, mais moi je parle... là, l'exemple, c'est que je suis jeune. Moi, je parle plutôt des personnes âgées qui, on va dire, entre guillemets, ne vont pas faire confiance. Parce que Il y a tu l'affaire de penses la qu'une confiance personne actuellement. âgée va acheter en ligne? Peut-être. Elle a une Quand carte. je dis âgé, je ne dis pas 70 ans ou 60 Ah. ans. À partir de 50, certaines personnes ne font pas confiance à la technologie. Donc Donc c'est ce que je viens de te dire. C'est que tu préfères payer cash. il y aura toujours cet aspect de payer J'en cash. suis persuadé. Parce que quand on voit l'évolution du e-payment dans le monde, par exemple, le cash, quand on achète quelque chose en ligne, le cash, c'est presque oublié, on va dire. Ma fait hash. Il n'y a qu'à voir Amazon. Personne ne va payer Amazon à la livraison directement.
Bah, je suis d'accord, hein, mais il y a des choses qui ont été faites, c'est la bancarisation de la population. Ça, Voilà, c'est pas... donc je Ouais, parle mais de ça, il y a une réticence actuellement. bah, la réticence, c'est réglementaire. Si demain, tu avais donné la possibilité aux opérateurs télécoms de faire du m-banking, ça fait longtemps que je te dirais que tout serait payé en crédit téléphonique. On n'y est pas encore, c'est loin. C'est une décision du régulateur. Si tu me dis maintenant je dois avoir une carte physique pour le faire, je te dis, regarde toutes les néobanques, il n'y a que des cartes virtuelles, et il n'y a pas besoin de se déplacer pour créer un compte. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont une carte CIB ? Il y a 4 chats qui se battent en duel. Donc, voilà. La majorité, ils ont perdu leur code d'accès. Je connais les chiffres, je peux pas te les donner, mais je connais les chiffres. Actuellement, Donc, la majorité voilà. ont des dahabia, donc c'est plus accessible. Ouais, c'est vrai que la Poste, maintenant que c'est interopérable, je pense que le volume, il est là. Le volume, il est là. Mais encore une fois, c'est quoi mon intérêt à payer en ligne ? Pourquoi tu veux que j'avance l'argent ? Quand tu auras répondu à cette question, tu auras la réponse. C'est est-ce que si j'achète un téléviseur 50 000 dinars, j'attends qu'il soit devant moi et je le paye ? Ou est-ce que si je l'achète avec ma carte, je l'achète 48 000 dinars ? Ça a marché en France en 99-2000 parce que si j'achète sur un site de e-commerce, je paye moins cher mon téléphone ou mon téléviseur. C'est comme ça que le e-commerce a émergé. C'est pas en étant au même prix que les stores physiques. Après, ça dépend. Est-ce que vous pensez que ça va tourner vers cela en Algérie ? Moi, je pense qu'il n'y a pas le choix. Je pense qu'il n'y a pas le choix parce que sinon, ça ne marchera pas. Bah non, justement, actuellement, quand on voit certaines plateformes en ligne qui proposent, entre guillemets, des achats en ligne, vu que de toute façon, on va payer cash. En paiement en ligne ? Oui, non. Le paiement est cash. Ouais. Au final, parfois, on paye plus cher que... Mais la question que tu m'as posée, c'est sur le paiement en ligne. En quelque sorte. Pas sur l'achat sur Internet. Non, c'est juste un exemple. Voilà. C'est par rapport, on va dire, l'achat sur Internet, mais sans carte pour le moment. Actuellement, on voit que les produits dans certaines plateformes sont plus chers que les mêmes produits directement sur le... Peut-être que ces plateformes n'existeront pas dans un an. Je vois pas quel site de e-commerce existera dans un an si son produit est plus cher que si j'allais dans un magasin. Je sais pas quel problème il a résolu lui. Par contre, si tu t'appelles Temtem One et que ta livraison elle est à 150 dinars et que tu as des promos régulièrement parce que tu achètes des produits moins chers que si tu allais te déplacer, passer 2 heures dans un embouteillage et revenir et perdre ton temps, ouais, là je vois l'intérêt. Mais pour pouvoir au final, qu'est-ce qu'on fait nous dans Temtem One ? On vous donne plus de temps pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit bouge plus. Ton temps, c'est précieux. Ton temps, fais-le pour les choses que tu aimes. Passe du temps avec ta famille, avec tes amis, fais du sport, amuse-toi, etc. Joue à la console. Fais pas les choses qui te font chier. Et les choses qui te font chier, c'est les choses, voilà. Tu dois aller là pour acheter ci, tu dois aller là pour acheter ça. Ça te fait kiffer ? Non. Demain, l'acte d'achat, c'est une expérience. C'est d'aller dans un super beau store, un flagship où tu as une expérience client avec des vendeurs qui connaissent très bien leur sujet, qui vont te conseiller. Ça, j'y crois. Mais le retail est mort. Le retail, bien sûr qu'il est mort depuis longtemps, on le sait tous. Et là, avec le Covid, c'est une blague. Tout le monde s'accorde pour dire que, regarde, Zara a fermé 1200 magasins. Maintenant, les magasins, tous les retailers s'accordent pour dire que maintenant, quand tu rentres dans un Zara, il faut une expérience customisée. Tu vois, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour savoir quitter. En fonction de quitter, ils vont proposer des choses dans le magasin, etc. Ils vont t'appeler par ton prénom, ils sauront que tu vas aimer plutôt ci, plutôt ça, parce qu'ils le sauront dans leur tablette, parce qu'ils te connaissent. Ça, c'est Minority Report, hein. Ça a 20 ans. Tu vois la scène quand il arrive dans un magasin Gap, qui dit « Bonjour, Mr. John, tiens, vous avez acheté tel truc, on vous recommande tel rayon, tel produit et tel machin. » Ah tiens, c'est votre anniversaire, vous allez à l'accueil, il y a votre cadeau qui est prêt. Ça va être une expérience unique dans un magasin présentiel. En revanche, tout le reste, ça va être en ligne. Et même en ligne après, ça va ressembler à la même chose. Donc voilà. Nous, ce qu'on dit, notre promesse, c'est de... Tu économises du temps pour faire ce que tu aimes.
Est-ce que toi, ça te fait kiffer quand ta mère elle te dit va acheter un pack d'eau et va acheter du sel? Non. Tous, quand on était petit, ça nous emmerde grave. Bah là, je te dis, appuie sur un bouton, ça te coûte 150 dinars. Je les paye. Avec plaisir, avec le sourire. Voilà. Demain, tu dis, tiens, raccompagne ta sœur à la gare. Ça me fait chier. Je commande un Temtem. C'est bon, j'ai réglé le problème. Voilà ce qu'on fait. Par contre, t'as plus de temps pour voir ta famille, tes amis, plus de temps pour lire un bouquin, plus de temps pour regarder un film. T'as plus de temps pour faire les trucs que tu kiffes. Voilà à quoi on sert. Donc, parlez-nous un petit peu de l'impact de cette nouvelle API sur l'émergence des startups. Est-ce que vous pensez que ça va encourager plus de gens Bah oui, à parce que ça va entreprendre ou ouvrir des pas? business qui n'existent pas aujourd'hui. Et ces business vont être possibles grâce au paiement en ligne. Encore une fois, je te dis, tout ce qui est service digital, là oui, là il y a un gros potentiel. Et pour Je te donne un pouvoir, exemple. Tu as besoin d'un avocat. Tu as besoin de services en ligne. Tu veux du soutien scolaire. Tu veux apprendre l'anglais. Ah, tu mets ta carte, ça marche, tac, t'as une visio, t'as un gars qui te parle, t'as ton avocat qui te parle, à la fin c'est bon, t'as payé ta séance. T'as pas besoin de te déplacer, lui non plus. Au lieu de facturer, je dis n'importe quoi, 10 000 dinars de l'heure, il va te facturer 5 000 dinars de l'heure parce que ça l'arrange. Parce qu'il a pas les embouteillages, parce qu'il a passé qu'une demi-heure avec toi, il a pas passé 2 heures avec toi, parce qu'il a pas fait l'aller-retour. Voilà. Et parce que grâce à ça, il peut avoir 10 clients dans la journée, et s'il avait dû se déplacer, il n'en aurait eu que 3. Mais pour pouvoir justement intégrer l'API au niveau de sa plateforme, il faut un certain budget. Donc, Ah bon, pourquoi il faut payer pour l'API. Payer quoi? Déjà par jour pour les tests, il faut payer 10 000 dinars. Plus les 20 000 dinars de l'API. Et donc, on va dire, avec une semaine de test, on va dire, plus l'API, ça va revenir à 100 000 dinars, juste pour pouvoir intégrer l'API dans sa plateforme. Sachant que la majorité des start-upers aujourd'hui, c'est des jeunes qui souhaitent se lancer sans budget. Je t'ai dit, intégrer Stripe, ça prend une demi-journée et ça prend 0 euros, 0 dinars. Voilà, c'est ma réponse. Est-ce que Stripe permet le e-payment en Algérie avec du dinar? Non, mais justement, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'à un moment donné, la proposition qu'elle nous est faite aujourd'hui, elle n'est pas idéale, mais il n'y a que ça, donc on le fait. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça qu'on fait. Dans la vraie vie, on a une API, on se connecte avec, il y a une documentation, merci, au revoir. On n'a pas besoin d'une banque, on n'a pas besoin de gens qui nous disent comment faire, de changer ci, de changer ça. Voilà. Ça, c'est l'idéal. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais nous, on est en train de parler de ce qui a déjà été fait. Jusqu'ici, l'API, il n'est pas comme ça du tout. Ça oui, c'est pour ça que je te dis que c'est pas idéal, mais on n'a pas le choix. Donc, il reste quand même la contrainte du budget. Oui, ceux qui veulent pouvoir lancer quelque chose dans le e-payment ont besoin d'un budget de lancement. Après, tu peux toujours négocier avec ta banque, une gratuité, etc. Si elle croit au projet et qu'elle pense qu'il va y avoir du revenu, tu peux toujours négocier. Ah, donc, ils peuvent négocier du sponsoring, on va dire. Je vais te donner un scoop. Est-ce que je crois vraiment que j'ai payé pour avoir la CIB? Non. Je leur dis, si je paye, je le fais pas. Et parce qu'ils croient au projet, ici qu'ils vont se rattraper après sur la transaction. Donc si toi tu y vas et que le projet, ils pensent que ça va marcher, bah, ils font un calcul simple et ils disent ok, dans 2 ans on sera rentable avec ce marchand. Tout. Tout est négociable dans la vie, hein. Faut pas. Et au pire des cas, de toute façon, tu auras essayé. Faut toujours tout essayer dans la vie. Même quand tu vois un mur en béton armé, essaie de le casser. Parfois tu y arriveras, parfois tu y arriveras pas. Mais au moins, tu n'auras pas de regrets. T'as essayé. Ah, vu mon physique, si j'y essaye, j'y arriverai pas. Ah bah, je me suis dit ça plein de fois et j'ai essayé, parfois j'ai réussi. Hein. Et je m'appelle pas Hulk. Hein. Puis-je vous poser maintenant une petite question par rapport à Temtem One? Vous aviez dit que vous l'aviez lancé durant la pandémie. Est-ce que c'est un produit que vous avez, on va dire, pensé à partir du moment où la pandémie a commencé, ou est-ce que c'était un projet que vous aviez déjà l'intention de lancer? Non, c'est un projet qu'on avait commencé déjà à développer. Mm-hmm. Moi, je vais souvent en Asie, et en Asie, il y a des super apps, on appelle des super apps comme Grab, comme Gojek, WeChat, et j'utilise à chaque fois que je vais là-bas, et je me suis dit,
pourquoi pas faire la même chose en Algérie? C'est comme ça qu'on a eu l'idée, c'est comme ça on a commencé à développer avant même la pandémie. La pandémie a accéléré le lancement. Alors ça a été favorable pour vous dans ce cas-là. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que je te dis, la pandémie aujourd'hui pour le digital en Algérie, hein, et d'ailleurs dans le monde entier, c'est un accélérateur. À qui profite le crime? À tous les acteurs du digital. Le e-commerce est passé de 23% aux États-Unis à 30% en 3 mois. Il n'y a qu'à voir les actions d'Amazon aussi qui 7%, sont... c'est des milliards. Oui, Voilà. bien sûr. Tous les acteurs, les Zoom & Co, tous les acteurs du e-commerce, tous les acteurs de l'éducation en ligne. Donc voilà, ça accélère tout l'écosystème digital partout dans le monde, et ici aussi. Et par rapport à Temtem One, vous aviez dit que vous vouliez intégrer le e-payment, c'est bien cela? On est en train de le faire en ce moment. Très bien, donc sachant que actuellement, avec on va dire Uber ou les différentes filiales Tahom, ils ont un système de wallet, on va dire, dans leur application qui permet justement de pouvoir payer directement grâce à cette application, comme si c'était du NFC ou quelque chose comme WeChat, on va dire. Est-ce que vous avez l'intention de lancer quelque chose pareil, on va dire, un service comme ça? Déjà, dans Temtem, tu as déjà ton wallet, tu peux avoir du crédit. Tu peux le recharger en payant par virement. On te recharge et ensuite, comme ça, tu n'as plus besoin de débourser du cash. Aujourd'hui, dans Temtem One, tu peux payer avec ta Visa Mastercard. Donc, par exemple, imagine, tu as ton frère qui est en France. Toi, tu es étudiant ici. Tu n'as pas beaucoup de moyens. Il télécharge Temtem One, il veut t'offrir un cadeau, un téléphone, une paire de baskets, n'importe quoi. Il peut aujourd'hui payer en euros avec sa Visa. Et demain, bien sûr, qu'il y aura le wallet. Donc, il pourra transférer de l'argent en dinars ici en Algérie. Et ensuite, tu pourras le dépenser dans l'écosystème Temtem One. Ça, aujourd'hui, c'est légal, c'est possible. Donc, je pense que ce sera tout par rapport au e-payment. Donc, nous allons passer à la partie conseil. Donc, est-ce que vous avez des conseils à donner pour la jeunesse qui souhaite se lancer dans un entrepreneuriat qui aura de l'impact? Moi, j'ai 3 choses à dire. Premièrement, restez dans votre pays a besoin de vous. Deuxièmement, jamais depuis l'histoire de l'Algérie, l'entrepreneuriat a été aussi opportun qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as un aliment des planètes, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec le Covid, accélération du digital, volonté politique, opportunité économique énorme. Tu peux rester en Algérie et travailler pour le monde entier avec le digital. De toute façon, maintenant, t'as pas le choix. Tu fais tes visios, tu développes. Tu peux aujourd'hui développer et faire la conception de produits et des services ici et les vendre partout dans le monde. Mon dernier conseil, c'est d'abord travailler dans des entreprises performantes, comme Casbatech. Apprenez, et quand vous avez 3 à 5 ans d'expérience, lancez-vous. Et ton taux de réussite, il n'a rien à voir. Quand tu es un newbie que tu sors de l'école et quand tu as 3 ou 5 ans d'expérience, c'est pas la même chose. Surtout quand tu travailles avec des gens qui sont super bons dans leur domaine. Et en plus de ça, moi j'ai toujours dit à nos collaborateurs, fais tes preuves ici. Si ensuite tu veux lancer ta startup, tu as tout l'écosystème ici. Tu as des gens qui connaissent le marketing digital, tu as des gens qui savent coder, tu as des gens qui savent faire des deals commerciaux, tu as des gens qui ont un réseau dans les entreprises ici en Algérie, on connaît tout le monde. Ben voilà. Quelqu'un qui est bon et qui travaille chez nous, on va toujours l'accompagner. Voilà, moi, les conseils que j'ai à donner aux zizistes. Pas que les zizistes, hein, tous les étudiants algériens. Ah là, je sais Les pas. étudiants et les jeunes, l'éthique, c'est surtout. pour qui? Éthique, c'est pour tout le monde justement. On rapproche les étudiants en général du monde de l'entreprise. Donc, Bah on déjà, ouvre moi, à je vais te tous. dire un truc. Si j'étais étudiant, la première chose que je ferais, je regarde ni à gauche ni à droite. Je viens, je frappe à la porte, je veux me former au coding, quelle que soit ma spécialité, que je fasse anglais à la fac, droit, ou ce que tu veux, ou médecine, j'apprends le code. Je vais chez GoMyCode, j'apprends le code. 4 mois, c'est 29 000 dinars, c'est part-time. Tu peux faire tes études, travailler et faire du coding. Une fois que tu as ça, il y a plusieurs niveaux. Au moins déjà, tu sauras c'est quoi l'informatique, tu sauras c'est quoi développer une plateforme. Tu peux la développer pour toi, pour lancer ta plateforme. Parce que déjà, si c'est toi qui code, tu as besoin de beaucoup moins d'argent, tu es d'accord?
Ok. Après, tu trouves un co-founder qui, lui, en marketing ou en commerce, et vous commencez votre business. Donc, pour moi, la base de la base, c'est ça. Il faut mettre la main à la pâte. Bah, bien sûr, il faut mettre la main à la pâte. Tu me dis, on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens pour se lancer. Bah, ok, bah, donc il faut des compétences. S'il faut des compétences, bah, il faut une équipe. S'il faut une équipe, il faut qu'elle soit pluridisciplinaire. Donc, tu vas avoir un gars qui sait coder, plusieurs. Tu vas avoir des gens qui savent faire du marketing, des gens qui savent faire du commercial, etc. Ça, si vraiment tu veux lancer ta boîte juste après l'école. Mais moi, je pense que... Je pense qu'il y a un des seuls à dire ça, mais moi, je le dis. Je le dis d'abord, apprenez. Et l'expérience, créez votre réseau. Donc maintenant, si vous avez fini avec les conseils, vous avez carte blanche. Donc vous pouvez ajouter ce que vous voulez, parler de ce que vous voulez. Donc vous êtes libre. Bah non, je pense qu'on a tout dit, mais Casbatech, les étudiants sont toujours les bienvenus. On a une personne qui s'appelle Lydia chez Casbatech qui gère la communauté Casbatech. Donc envoyez-nous des messages sur les réseaux sociaux. On organise une fois par mois des Open Days, justement pour faire découvrir Casbatech et les startups et les métiers du digital aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Et voilà. Très bien. Donc on vous remercie pour votre temps, on vous remercie pour votre accueil surtout. Et pour les réponses précieuses, surtout pour nos auditeurs qui sont en train de nous écouter tout de suite maintenant. Donc voilà, on vous remercie. À un très prochain épisode, Inch'Allah, avec Ethish & Mikes. Le sujet est à la prochaine séance. Normalement, il sera dévoilé sur la page, non? Oui. Donc suivez-nous, vous serez toujours au courant. Sinon, il sera dévoilé le jour du podcast. On vous remercie. Beaucoup. Et nous, on recrute toujours, tout le temps, des développeurs, hein, by the way. Il n'y a qu'à visiter le site de Casbatech.